Donc, Boualem Sansal, on voit dans ce documentaire un petit peu, enfin dans ces quelques extraits, comment un régime totalitaire, d'abord s'empare d'une langue, la transforme et la distille. Il parle de poison au début et où les gens commencent à rentrer dans un comportement sans presque même s'en rendre compte. Absolument. Si on veut contrôler quelqu'un, il faut commencer par contrôler son langage. Et le contrôle du langage se fait non pas par la coercition, parce que c'est un système qui est à côté, qui est complémentaire à la chose. Ça doit se faire tout seul. C'est des discours que l'on répète, que la répétition est très importante, l'incantation. Mais situé aussi, les lumières sont très très fortes. Là. Les lumières sont un peu trop fortes. Et on voit les personnes dans la salle. C'est dommage. Dans une caserne, voilà, l'exemple c'est la caserne, nous l'avons vu là. On prend des gens, on les met dans une caserne, on les habille de la même manière, ils se couchent à la même heure, ils se lèvent à la même heure, ils mangent la même chose. Et toute la journée, ils sont occupés. Même quand ils se reposent, ils sont occupés. Le repos fait partie de l'activité. Après un exercice, on a dit repos, mais un repos organisé. Donc il est comme ça, bref. C'est pas un repos, faites ce que vous voulez. Et ce qui est terrifiant, c'est qu'il ne faut pas plus de 45 jours, et ça a été expérimenté, pour prendre, vous prenez n'importe quel... imaginez qu'on nous prenne nous, et on nous met dans une caserne comme ça, on nous habille de la même manière et on nous fait ceci. 45 jours après, nous sommes, pour la plupart, nous sommes ce que le dictateur veut que nous soyons. S'il est nazi, nous serons des nazis. Avec ça seulement. Ça, c'est quelque chose de scientifique, c'est une... c'est prouvé, bien sûr. Oui. Ah oui, absolument. 45 jours, c'est très on le voit dans les casernes. Vous prenez une centaine de jeunes, brillants, intelligents, enfin tout ce que vous voulez, vous les mettez dans une caserne, vous revenez 45 jours après. Ça, et l'armée est l'organisation la plus totalitaire du monde. Ils ont une longue expérience derrière eux depuis qu'on a inventé la notion d'armée. Ils arrivent à prendre des hommes divers et variés. La diversité, c'est très important. Pourquoi la diversité est préférable à l'uniformité? La diversité fait que les gens ne communiquent pas entre eux. Voilà, si vous êtes ce que vous êtes, je suis ce que je suis. Si on nous enferme dans une salle, très vite, nous n'aurons rien à nous dire, quoi. À part bonjour, oui, ça va, et puis on va se répéter, ça va, oui, et vous? Ça va très bien, moi aussi. Voilà, ça va pas plus loin. Si, en plus, vous êtes tout à fait encadré, c'est-à-dire qu'on ne vous laisse pas quand même le temps de faire connaissance et d'approfondir, ben ça va très vite. Et dans les casernes, c'est ça. Dans toutes les armées du monde, c'est entre 40 et 3 mois. Voilà, 45 jours, c'est l'optimum. Pas trop parce que quand même une caserne coûte cher. Nourrir des gens comme ça, rien faire,
ça coûte cher. Voilà, trop tôt, ils peuvent désobéir aux ordres. Et voilà, c'est l'optimum. 45 jours, vous avez un soldat. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec un soldat? Ben, tout, y compris les extrêmes. C'est-à-dire, si vous lui dites, va tuer ces gens-là, il va les tuer. Et il ne pensera pas vous demander, mais pourquoi je vais les tuer? Un être normal poserait cette question. Ou il aurait des problèmes de conscience. Il refuserait probablement de le faire. Et on le menacerait, mais il refuserait quand même de le faire. Non, il le fera. Et l'étape suprême du conditionnement, c'est que si on lui dit va faire ceci et tu vas mourir, c'est-à-dire il faut tenir cette colonne ou cette colline ou cette position, il faut la tenir. Ils sont une cinquantaine de soldats, ils sont attaqués par face, l'ennemi c'est 3 000 ou 4 000 personnes, donc ils savent qu'en allant tenir cette position, ils savent que c'est un suicide et qu'ils vont mourir. Eh bien ils iront. Et ils seront presque exaltés par cette mission de suicide. Ils iront presque en chantant. Et ils rentrent dans un monde, le monde de l'exaltation. Ils se voient en héros, ils se voient en martyrs, ils se voient... Donc c'est très, 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 très facile. Il ne faut pas croire que... alors imaginez... Alors la question qui se pose, ce n'est pas vraiment celle-ci. C'est que nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, conditionnés, pris dans des... la famille est aussi une organisation qui ressemble à la caserne. On prend un enfant, on fait ceci, il ne fait pas cela toute la journée. Donc finalement, on le conditionne. Et il ne faut pas dire ce mot-là, etc. Il faut prononcer comme si. La mécanique, alors on l'appelle formation, on ne va pas l'appeler conditionnement. On ne conditionne pas ses enfants. Voilà, on va l'appeler éducation, formation. Encore que, bon, là aussi, on essaie quand même de lui apprendre à réfléchir. Quand on voit qu'il se débrouille mal, on dit mais réfléchis, mais regarde, si tu fais ça, tu vois, bon, donc on entretient d'une manière, on contrebalance, parce qu'on se rend compte que l'éducation est aussi un enfermement, et on fait contrepoids aussi en suscitant comme ça, va tenter de créer une sorte de libre arbitre, enfin de lui apprendre cela quand même. Voilà, on fonctionne comme ça. Alors une dictature, évidemment, la différence, c'est que dans une caserne, c'est quand même un petit milieu fermé. Donc ça va, les soldats sont dans une caserne, ils sont fermés, ils sont même gardés, ils n'ont pas le droit de sortir. Et s'ils partent, on les considère comme déserteurs et on les fusille éventuellement. Si c'est La difficulté, c'est dans un pays qui est ouvert. C'est tout un pays... conditionner un pays où les gens, comment conditionner qu'un général conditionne des soldats? Bon, ça on comprend, que des parents conditionnent un enfant, on le comprend. Mais comment le gouvernement pourrait-il conditionner des gens qui ne voient pas, etc., qui sont dans la nature, de tous âges, de toutes conditions? C'est très, très... Les techniques existent aussi, la propagande, la ritualisation de la société. C'est très, très, très important. La première étape du conditionnement, c'est la ritualisation. Et il faut une vie ritualisée. Regardez par exemple chez les gens de Daesh, c'est des gens, c'est des gens qui vivaient à Paris, à Londres, dans des gens normaux. Des gens normaux, et puis ils apprennent 3 petits trucs comme ça, bon, ils se font une idée, ils sont encore on va dire dans la pensée, ils pensent que quand même que la religion c'est bien, que ça peut apporter ceci, que ça répond à des angoisses existentielles, etc. Il est son propre instructeur et il se conditionne lui-même. Donc il peut être sympathique avec lui-même et se permettre des petites choses. Mais à un moment donné, il part et il rentre dans une organisation. Bon, voilà, et là c'est fini. Au bout d'une semaine, il est prêt à tuer la moitié de l'humanité, à se suicider. Bon, les États ont mis des mécanismes. Quand c'est une vraie dictature, la première mesure que prend un pouvoir, c'est de fermer les frontières. Toujours, les dictateurs ferment, premier acte.
Dans mon pays, l'Algérie, en 1965, un militaire a fait un coup d'État, a pris le pouvoir. La première décision qu'il a prise, c'était de fermer les frontières. Ce jour-là, les observateurs attentifs ont compris que l'Algérie allait rentrer dans un système de dictature. C'était on voit ça Boumedienne, c'est ça, ouais, Boumedienne. le colonel Boumedienne. Si on pouvait éteindre les lumières ou les allumer toutes dans la salle, ce serait super sympathique. Il y a quelqu'un, Boris, en régie, peut-être? C'est une véritable... Ah, voilà, ouf. Et baisser peut-être un tout petit peu, c'est ça, baisser. pour pas être aveuglé. En fait, une vraie discussion, quoi. Oui, voilà, c'est bien de voir... ah, voilà, ça, c'est encore mieux. Et après, on sortira le thé. Donc, ben voilà, Cuba, la Corée du Nord, l'URSS dans le temps. À partir de là, on est captif, on ne peut pas sortir. On contrôle les entrées, évidemment, on ne laisse pas rentrer n'importe qui. Tout ce qui pourrait être soupçonné d'amener des idées comme ça, qui seraient contraires à la doxa du régime, ben, ils sont, soit on les empêche de rentrer dans le pays, soit parce qu'on a besoin d'eux, on les laisse rentrer, mais sous contrôle. Voilà, il y a toujours des gens autour d'eux. Mais justement, par rapport à ce coup d'État dont vous me parliez tout à l'heure de comment, juste avant le coup d'État de Boumedienne, sous Ben Bella, il y avait une vraie... c'était pas une auberge espagnole, mais c'était un pays où, où tous les révolutionnaires passaient. Il y avait Malcolm X, il y avait... Oui, absolument. L'Algérie a changé de population. On parle en ce moment beaucoup de remplacement. Et alors nous sommes spécialistes du remplacement. Notre histoire est une... et nous avons connu ça depuis toujours. Alors au départ... l'Algérie a 2500 ans, c'était des Berbères et des Juifs, population. C'était quelques millions, 2-3 millions organisés en tribus juives et berbères. Les Juifs, je crois, qu'ils étaient plus nombreux, même que les. Alors ces Juifs venaient de la Palestine, enfin de ces régions-là. La première vague venait plutôt de ce qui aujourd'hui est l'Irak, la Syrie, c'était les Babyloniens, Nabuchodonosor qui avait déporté les Juifs. Il a pris les intellectuels seulement, il était très malin. Il a occupé, on va dire, ce qui est Israël aujourd'hui, et il a pris les intellectuels. Parce que c'était une région où une science se développait, une littérature, une réflexion philosophique et tout ça. Et il a pris les Juifs, et puis les autres, évidemment, ils ont été chassés, et ils sont venus donc s'installer un peu partout, en Libye. Beaucoup. Les premières tribus sont arrêtées en Libye. Les suivantes sont arrivées en Tunisie, sont arrêtées notamment dans l'île de Djerba, et puis les autres, l'Algérie, puis le Maroc, et puis bon, voilà. Et puis l'Espagne. Et puis la deuxième vague est venue donc 2000 ans plus tard. C'est lorsque Hérode a détruit le deuxième temple, le temple de Jérusalem. Et là, ils ont chassé les Juifs parce que c'est toujours comme ça dans un pays, plusieurs religions. Tout le monde peut cohabiter sauf les religions. Les religions, c'est très difficile de les faire cohabiter. Et donc, on détruit la religion de l'autre. Et un juif, vous pouvez tout lui enlever sauf la religion. C'est ça qui le structure. Et donc, ils ont immigré. C'était la deuxième. Et c'est pour ça donc on a. Il y a deux univers juifs en fait, qui sont très différents l'un de l'autre. Mais bon, bref, c'était ça. Et alors arrivent les Phéniciens. Alors les Berbères étaient. Ils avaient leur univers, panthéon grec. Nous étions de culture grecque à cette époque-là, et nous adorions les dieux grecs. Et puis, les Juifs, évidemment, ils avaient leur religion. Avant, les premiers, c'était quasiment avant la construction du judaïsme en tant que tel, qui est né en fait quasiment 2000 ans après leur départ. Ils étaient plutôt dans
les idées d'Abraham seulement, Isaac, Jacob, c'était assez faible. Le judaïsme ayant été construit beaucoup plus tard. C'est la deuxième vague donc, qui a amené le judaïsme en Algérie. Et bon, et puis arrivent les Phéniciens. Les Phéniciens, ils ont occupé en fait, toute la Méditerranée sans faire de guerre, gentiment par la politique, par le truc. Et donc là, on a changé de langue, on a changé de culture et on a changé de Dieu. Ben, on est passé on s'est mis à adorer le panthéon phénicien, c'est-à-dire Baal, Astarté, et ces choses-là. Et puis, les Phéniciens se développent, s'entendent bien avec les Berbères et les Juifs et créent une grande civilisation, la civilisation carthaginoise. Est devenue tellement puissante qu'en face, Rome s'est inquiétée. Et donc, les Romains occupent toute l'Afrique du Nord. Et là aussi, alors nous avons changé de langue, nous avons changé de religion et tout. Et puis les Romains c'était leur pays, donc ils se sont installés. On a même changé donc de physique par les mariages et en fait, il y a eu une intégration assez extraordinaire. Notamment les Berbères se sont bien reconnus dans les Romains. C'est devenu un peu comme un peu aujourd'hui, comme ça, les Africains qui regardent l'Europe. Allons en Europe, c'est formidable. Et donc c'était très, très attractif pour les... et l'intégration s'est faite si bien que l'Afrique du Nord, et notamment l'Algérie, a donné 4 empereurs à Rome, Septime Sévère, Caracalla, etc. Et puis elle a donné le premier écrivain du monde, c'était Apulée. Tout à l'heure on parlait avec Marie Virol, on parlait d'Apulée, un écrivain donc, qui serait algérien si l'Algérie existait à cette époque, et qui a écrit le premier roman, Landor, qui a eu un succès extraordinaire à Rome, qui a été adapté au théâtre et tout. Bon, et puis on a été donc comme ça romain pendant 5 siècles là, quand même. C'est pas... Et puis est arrivé. Alors nous voilà donc romains, adorant donc le panthéon, les dieux romains, et puis complètement intégrés dans la civilisation romaine. Et puis voilà que arrive, mais une chose, donc pendant 5 siècles, arrive d'abord quelque chose d'assez de nouveau à l'époque. Ce serait un peu Daesh aujourd'hui, hein, c'était les Vandales. Et donc en liaison avec ce que vous venez de voir, l'Allemagne, et ce qui explique aussi, l'histoire explique, le conditionnement n'explique pas tout, l'histoire explique, et en partie est responsable de notre évolution. Les Vandales, c'est une tribu allemande. Hein. On les appelait, le mot vandale voulait dire que c'est des vandales, ils vandalisent, quoi. C'était des Allemands, de la région de Kiel, là-bas au nord de l'Allemagne. Mais ils avaient cette maladie, c'est détruire. Donc ils sont partis, ils ont détruit l'Italie, ils ont débarqué dans la Libye, ils ont tout détruit, ils sont venus en Algérie, ils ont tout détruit, ils sont partis au Maroc, ils ont tout détruit, l'Espagne, ils ont tout détruit, la France, ils ont tout détruit, et ils sont retournés chez eux. Après 2 siècles, ils ont fait régresser l'Europe de je ne sais pas combien de siècles, pour rien. Comme ça, il n'y avait pas de raison, ils n'avaient ni religion à vendre, ni... vous connaissez tous évidemment le premier, ce chef qui était fou. Allez, on va dire que c'est l'équivalent d'Hitler, ou c'est l'équivalent aujourd'hui du calife Baghdadi, c'est Jean Séric, que vous avez tous étudié ça à l'école. Bon, et donc nous voilà, Vandal malgré nous, et puis et arrive donc quelque chose là aussi toujours de l'Est, cette fois-ci, très nouveau, c'est le christianisme. Le christianisme arrive, vraiment il a pris d'une manière absolument extraordinaire dans toute l'Afrique du Nord très vite. Alors ça a donné une grande lignée comme ça les pères, ce qu'on appelle les pères de l'Église chrétienne, sont pour la plupart de cette région. C'est Saint-Augustin, par exemple, Saint-Cyprien et tout ça. Donc le christianisme s'est installé formidablement bien.
Et puis de là, il est passé en Italie par Lampedusa, et la Sicile, il est remonté et s'est répandu ensuite dans toute l'Europe. Et là aussi, donc on est devenu chrétien. Et puis mais vraiment des chrétiens très agités, parce que le christianisme est arrivé, et en Algérie notamment, dans ce qu'est aujourd'hui surtout l'est de l'Algérie, il y a une explosion de schisme. Voilà, les gens nerveux, le soleil, je ne sais pas, ils discutent, on va le sexe des anges, les trucs, les machins. Ah, je ne suis pas d'accord, je vais créer une religion. Alors on a eu les donatistes, les tertullianistes, des dizaines de schismes se sont faits comme ça en moins d'une cinquantaine d'années. Et puis, bon, ça a duré pendant toute la période romaine, et puis ensuite toute la région, quand Rome est devenue chrétienne, lorsque Constantin a décidé que le christianisme serait la religion officielle de Rome, ben, nous étions romains, donc nous sommes devenus aussi par décret en quelque sorte. C'était une religion des gens, elle est devenue la religion officielle. Et à partir de là, elle a commencé à péricliter. Et puis l'Empire romain, vous le savez, c'est divisé en l'Empire chrétien d'Occident et l'Empire chrétien d'Orient. Les chrétiens d'Occident sont partis, ils ont été remplacés par Byzance, voilà. Théodose qui a occupé l'Afrique du Nord et pendant 2 siècles, presque 3, nous avons encore une fois changé de chrétiens, disons catholiques, des chrétiens orthodoxes. Et puis, je passe pour faire court, il y a eu ensuite les Espagnols, comme ça en passant, puis les Portugais en passant, et puis sont arrivés les Arabes. Et alors là aussi, changement intégral, là, de langue, de coutume, de tout, de religion, et ça a duré 2-3 siècles sous commandement. En fait, cette région n'a jamais été commandée par des Arabes. Ils sont venus, ils ont recruté, ils ont converti des gens et ils ont conquis tous ces territoires. Mais en fait, il y avait peu d'Arabes. Et puis, comme là-bas, du côté de Bagdad, Damas, l'islam est entré dans des schismes incroyables, le chiisme, le ceci, le cela, et les guerres et les conquêtes vers l'Inde, Donc on a été abandonnés à nous-mêmes et est né un islam du Maghreb, les Almohades d'abord, on va dire que c'est on va dire un islam radical aussi un peu, qui est né dans le sud du Maroc et qui a conquis donc tout le Maroc, tout le Maghreb, et ils ont conquis l'Espagne. Donc ils sont passés en Espagne et ils ont conquis l'Espagne. Et ça a duré à peu près un siècle, et puis ils ont été remplacés par une autre dynastie qui prêchait un islam plus intelligent, les Almoravides. Et les Almoravides ont fait cette synthèse miraculeuse qui a donné l'Andalousie. Ils tuaient personne, ils ont travaillé avec les chrétiens qu'ils ont trouvés là, avec les juifs, avec tout ce qu'ils ont trouvé, les Avicenne et compagnie. Ça a donné cette belle civilisation qui n'a rien d'arabe. Les gens pensent tout le monde pense que l'Andalousie c'est arabe. Il n'y avait pas un arabe. Ce sont les Berbères, ces 2 dynasties, les Almohades et puis plus tard les Almoravides, qui ont fait tout cela. Ils étaient sous tutelle, évidemment, de Bagdad et Damas, mais c'était très lointain, et à un moment donné, ils ont dit, mais pourquoi on accepte d'être sous tutelle de ces gens-là? On va créer notre propre califat. Et donc, il y a eu des califes en Espagne. Voilà. Et puis, il y a eu, au XVe siècle, il y a eu l'Empire ottoman. Donc, l'Empire ottoman a conquis toutes ces régions-là, pas le Maroc, mais l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte, la Palestine, la Syrie, l'Irak. C'était un immense empire, jusqu'à Vienne, jusqu'à la Bulgarie, et tout ça. Et là aussi, on a donc changé de langue, on parlait ottoman, et puis en
30 est arrivée la France. Et là, là aussi, on a donc changé de mode de vie et tout ça. Donc, c'est tout ceci pour vous dire que finalement, les questions d'identité, c'est assez absurde, puisque finalement, c'est au gré de l'histoire, et en fait, on change, je dirais presque sans regret, quand on regarde avec le recul, vu d'ici, moi, ça ne me gêne pas du tout d'avoir été à la fois berbère, juif, romain, byzantin. Peut-être vandale, ça me gêne un peu, mais bon, ça, ils sont venus, donc on fait avec. Et d'avoir été byzantin, d'avoir été, etc. C'est-à-dire sur la longueur, les choses n'ont pas d'importance. Elles ont de l'importance sur le coup, quoi, comme ça, parce que nous n'aimons pas le changement. L'être humain n'aime pas le changement. Il est dans une culture, elle le sécurise. La culture, c'est pas un plaisir, c'est une sécurité. Parce que l'être humain a besoin de pouvoir comprendre l'autre. Et comprendre l'autre, c'est moins ressentir la peur. On pose toujours la question, pourquoi les Arabes multiplient les salam alek? Les salam alek, c'est le mot, comment vas-tu, ça va et toi, etc. Et vous savez pourquoi? C'est parce que, d'abord, c'est des nomades. Alors, voilà, un Arabe qui marche tout seul. Il est tranquille, il est seul. Il peut éventuellement avoir peur d'être attaqué par des animaux. Mais il voit quelqu'un venir au loin. Il ne sait pas qui c'est. Un bandit de grand chemin, est-ce qu'il va le tuer, tout ça. Donc ils se mettent à distance comme ça, et ils échangent. Comment vas-tu? Et toi? Salam alaikum. Et l'autre répond salam, salam, bonjour. C'est parler pour voir qui est l'autre. Les salam alaikum, c'était une façon de sonder l'autre. Est-ce que c'est un ennemi? Est-ce que... etc. Et voilà. Et donc, puis à partir d'un certain moment, ils sentent que c'est pas un ennemi. Là, ils entrent dans une conversation, où tu vas, d'où tu viens, et ils font connaissance. Ils ont passé le cap de la peur. Et voilà. Alors, ce dont on parle, là, donc le conditionnement et tout ça, c'est essentiellement dans les régimes de dictature. Hein. Donc, pour le reste, nous sommes tous conditionnés, mais on ne peut pas faire autrement. Si on veut vivre en société, il faut qu'on accepte ce SMIG de conditionnement, qu'on ait au moins la même langue, qu'on respecte le même code de la route, et que, voilà, sinon on ne peut pas vivre ensemble, sans conditionnement. Ça, c'est des lois, plus qu'un conditionnement. Hein, ce sont des lois. Je veux dire, le code de la route, ce n'est pas un conditionnement dans un sens propagande. C'est une façon d'être un minimum à vivre ensemble. Oui, mais on doit être conditionné quand même pour vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est pas très naturel. Ça comporte un risque et tout ça. Donc, il faut un minimum de conditionnement pour accepter de faire des lois et d'accepter de faire des consensus, des pactes, etc. Une fois que la chose est lancée, ça se passe plutôt bien mais ça se passe bien seulement dans la démocratie, et encore. Regardez toute l'histoire humaine, ça s'est toujours terminé dans le sang, dans les destructions, dans les schismes de toutes sortes. La démocratie, ces 2 derniers siècles, on a trouvé quelque chose qui semble tenir. Je ne sais pas si ça va tenir sur la durée, mais qui permet un vivre ensemble avec, il y a le conditionnement à la base, mais quand même avec beaucoup de liberté, puisqu'à la limite, on est libre de quitter aujourd'hui Limoges et d'aller habiter Paris, on est libre. Alors qu'avant, ce n'était pas possible. On appartenait à quelque chose. À l'époque, on n'avait pas le droit de sortir de son village. Pourquoi? Parce qu'on appartient au suzerain, on appartient au duc, au baron, on ne quitte pas le fief. On n'a pas le droit. Et on est dans une place, quelqu'un qui est agriculteur, il ne peut pas dire tiens, j'arrête, ça me fatigue, je vais aller faire menuisier. Non, il appartient à une organisation féodale, chacun à sa place, et il fait ce qu'on lui dit de faire. Donc c'est un sacré conditionnement. Alors il y a eu un déconditionnement, si on peut dire, la démocratie est un déconditionnement
de la chose, mais c'est quasi miraculeux. Ça n'existe qu'en Europe. Et ça s'est fait il y a très peu de temps. On va dire il y a 2 siècles. Où on a... il faut imaginer, essayer d'imaginer comment on peut sortir de l'univers religieux. C'est impossible. Ça a toujours été impossible. Quelqu'un qui vit comme ça dans une religion, il n'imagine pas. Surtout qu'il ne voit pas d'autres religions. C'était chacun chez soi. Les religions n'ont jamais cohabité. Et les ordres souverains également n'ont jamais cohabité. C'est-à-dire que si vous êtes chrétien faisant partie du territoire du baron je ne sais pas quoi, eh ben vous ne connaissez que ça toute votre vie. Et vos enfants ne connaîtront que ça toute votre vie. Alors sans la confrontation avec d'autres religions, d'autres langues, d'autres machins, mais vous ne pensez pas à changer. Quel est l'intérêt de changer? Vous êtes avec les vôtres, vous parlez la même langue, vous vivez de la même manière. Il ne faut pas croire que dans les dictatures, on est malheureux. Ils sont super heureux. Ils sont sécurisés, ils n'ont rien à faire. Ils ont le même langage, ils font la même chose. Moi, je vis dans une dictature, donc je peux vous garantir que les gens vivent très bien la dictature. Ce qu'ils vivent mal, c'est que lorsque la dictature n'exerce pas la dictature, commence à devenir laxiste, parce que vieillissante, on dit, oh, mais il n'y a plus d'ordre, mais qu'est-ce que c'est que ça? On fait ce qu'on veut maintenant. Voilà, les gens, c'est le défaut de dictature qui révolte les gens. Beaucoup de révoltes sont les printemps arabes. Alors les gens tous persuadés au départ que c'est la révolution extraordinaire. Et moi j'écrivais, j'ai dit, mais c'est pas du tout ça. Les gens réclament plus de dictature. Parce que, bon, c'était une vraie dictature, il y a l'ordre, personne n'est agressé. Moi j'ai vécu en Algérie, je vais vous dire une chose. Je nais pendant la période de la dictature de Boumedienne, on va dire jusqu'à sa mort. Je crois que c'était le cas de tous les Algériens. Je n'ai jamais fermé ma maison, j'ai jamais eu de clé. J'ai jamais fermé la porte de ma voiture, quel que soit l'endroit où je la gare. Il y avait les gens ils ont intériorisé la chose, une peur terrifiante c'est comme on a peur de Dieu, c'est comme on a peur du diable. Il n'y a personne pour vous contrôler. Vous avez tellement peur du diable que vous ne commettez pas le péché. Donc, jamais. C'est quand la démocratie est venue, une démocratisation, on va dire, que les gens, ils étaient, mais c'est pas possible, et les vols, et les ceci, et les trucs, etc., etc., la peur, l'angoisse, et donc à un moment donné, les gens, ils estiment que le gouvernement ne fait pas son travail, il n'assure plus, etc., et il faut le déposer. Donc voilà. Et pendant toutes ces révoltes des printemps arabes, jamais les gens n'ont parlé les intellectuels parmi eux, oui, parce que eux, évidemment, ils voyagent, ils sortent, ils ont d'autres références et donc eux, effectivement, plus tard, donc on parlait de dictature. Ça me paraît énorme quand même parce que oui, enfin, à entendre, hein, je fais le naïf, mais c'est vrai qu'entendre dire qu'on appelle à la dictature, c'est-à-dire au cadre, et qu'on la... Ça paraît quand même assez... Parce que là, par rapport à Boumedienne, par exemple, vous disiez qu'avant Boumedienne, sous Ben Bella, il y a eu quand même une sorte d'ouverture, un peu cadrée, d'accord, mais enfin une sorte d'ouverture qui a permis quand même de rencontrer d'autres personnalités, des révolutionnaires, différents types de révolutions, d'avoir un contact avec sa propre liberté et la liberté des autres. Oui, mais c'est justement pour dire que les choses vont vite. Hein. Donc, voilà, l'Algérie, c'est pour dire que les choses vont vite. Hein. Ah oui, pardon. L'Algérie est indépendante en 1962. Le pouvoir s'engage sur un programme de développement qui, pendant des générations et des générations, enfin... depuis Rousseau, on va dire, fait rêver les gens. C'est le système autogestionnaire. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'un gouvernement, on n'a pas besoin de... Le peuple se gouverne lui-même. Et ça, c'est le rêve qui a été mis en œuvre ici et là dans des petites
petites communautés, par exemple, je sais pas, les Saint-Simoniens, c'est un rêve qu'ils ont poursuivi pendant longtemps. Et ils ont fait ces familiers, les phalanstères pour voilà, l'usine, il y a les logements des ouvriers, le médecin, l'école, enfin, c'est le bonheur. C'est un petit paradis comme ça fonctionne très bien. L'idée, c'était que tout le peuple soit gouverné et le fait que le régime, le pouvoir algérien, en 62, à l'indépendance, on n'est plus français, qu'est-ce qu'on fait bon, voilà, système autogestionnaire. Et ce mot a provoqué un rush sur l'Algérie que vous n'imaginez pas. Enfin, au point, tout ce qui était un peu à gauche, on va dire, hein, les révolutionnaires, d'abord les Français, beaucoup d'intellectuels. La France s'est vidée. Tous les intellectuels de gauche sont venus à Alger. Et partout, en Allemagne, les Belges, la Belgique, le truc, tous ceux qui aussi, les artistes, et puis plus tard même tous les révolutionnaires d'une manière générale. Carlos habitait à Alger, Malcolm X, les Black Panthers, Mandela pendant 5 ans était à Alger, Régis Debray, Pierre le Pape, etc. Enfin, Brel et d'autres, enfin, tous les gens qui étaient dans ce rêve, dans ce romantisme, sont venus à Alger, accueillis, et c'était magnifique. Pendant 3 années, alors nous, on disait, à l'époque où on était jeunes étudiants, on disait, bon, les pieds noirs sont partis, voilà les pieds rouges. Donc, ils étaient tous, évidemment, bon. Et c'était formidable. Mais il y avait dans le tas quelqu'un qui pensait autrement, c'était le colonel Boumedienne, qui, lui, vraiment, c'est une toute autre culture, très arabophone, dans cette tradition arabe du type féodal, la puissance, le sérieux, le travail, etc., et les valeurs. Vous diriez, par exemple, et donc tous ces gens-là ont été chassés. Et vous diriez que pour vous, vous dites jeune étudiant, oui, jeune étudiant, vous les avez fréquentés, tous ces gens-là. Ah, oui, mais vous diriez que ça a été formateur un peu pour vous oui, absolument. D'ailleurs, je suis encore coincé dans cette période-là. Tout se passait. Alger, c'est une drôle de ville. Elle est très grande, mais en fait, tout se passe dans 3 ou 4 rues. C'est le centre-ville. Marie, qui connaît bien Alger, c'est ce qu'on appelle le centre-ville. Voilà, donc tout le monde est là. Il y a la faculté, il y a des jolies rues, des cafés. Et puis aussi, on avait gardé ça de la France, la culture du café, de la brasserie. Où on va, on tient salon au café. Et donc, ils sont là. Nous, quand on voyait Mandela fumer son truc dans un café, en face de la fac, on courait, on l'abordait, on parlait. Carlos, bon aussi, on l'admirait à l'époque. Il était dans une autre démarche que ce qu'il est devenu plus tard. Mais on allait dans les concerts, aux concerts de Brel, de Ferré, de Ferrat. Moi, j'ai bien connu John Baez. On était même des amis. Mais parce que tout ça, c'est au centre-ville, c'est une tribu, quoi. Le reste de l'Algérie était l'Algérie. Pour elle, rien n'a changé, que ce soit cette période-là ou la période coloniale, ou c'est pareil. Et ça, c'est dû à Alger ou c'est dû aux villes, à la métropole cette mixité? Oui, elle était donc au centre-ville, et puis elle a gagné les grandes villes, on va dire Oran, Constantine aussi, avaient leur par exemple, Oran a beaucoup attiré les Espagnols, parce que c'est une ville hispanique. Les Oranais parlaient tous, jusqu'à présent, ils parlent tous espagnol, c'est l'influence. En revanche, l'Est de l'Algérie, sous influence italienne, là aussi, la plupart des gens de cette région parlent italien, c'est à 2 brasses d'Alger. Et donc, ça attirait plutôt les Italiens, les intellectuels italiens, etc. Et le centre, c'est évidemment Alger, ça attirait un peu tout le monde. Mais pas seulement de l'Occident, ils venaient de partout, ils venaient du monde arabe, les intellectuels arabes qui étaient réprimés dans leur pays, tout ça. Ils disaient, allons à Alger. Alger, là, on l'appelait la Mecque des révolutionnaires, hein, vous vous rendez compte?
Il y avait donc voilà, en 65, coup d'État, l'armée prend le pouvoir, c'est vraiment le rideau de fer, quoi, en quelques jours. Alors on pourrait penser, donc pour répondre à votre question, on pourrait penser que les gens allaient se révolter et tout ça. Bon, il y a eu quelques petits trucs, mais très vite, les gens se sont coulés là-dedans. Très, très vite. Une année après, à part chez les étudiants, on va dire, parce qu'eux, ils ont bien approché ce monde-là, ils ont vécu avec. Mais tout le reste de la population, pour les gens des petites villes et des villages, la province, pour eux, rien n'a changé. Et pour les Algérois eux-mêmes, en dehors des étudiants, des professions libérales, c'était. En fait, même, ils n'étaient pas très, très. Ceux qui étaient conservateurs, ça les dérangeait. Quand vous voyez des poètes, voilà, des gens comme Jean Sénac, est un immense poète, mais grand homosexuel devant l'Éternel, et qui menait une vie très dissolue, parce que c'est vrai qu'on menait une vie dissolue à cette époque-là. Hein. On n'était pas très. Libération sexuelle, c'est fait à Alger, vraiment. Donc, ça dérangeait par certains côtés. Voilà. Et donc, tous les pieds rouges ont été chassés par Boumedienne. Ouais, c'est une glaciation, la glaciation. Et là aussi, en très peu de temps, Boumedienne a fait de nous des ultranationalistes très vétilleux, très accrochés à art. Et ça a pris. Et ça a pris en premier chez les étudiants. Qui, ils ont brûlé leur vieille, vieux amours, on va dire, et puis se sont tournés vers Marx, adoration de, je sais pas, moi, Staline, truc. On est passé tout à fait de l'autre côté. On admirait l'URSS, on admirait la Chine. Les trotskistes sont poussés comme. Mais tout le monde est devenu trotskiste à un moment donné. Je me demande comment j'ai pu échapper à cela. Tous mes copains l'étaient. Et ainsi de suite. Donc, et puis, l'exaltation. Boumedienne a su quand même, à cette exaltation qu'il y avait en Algérie, qui venait de l'Occident, qui venait d'ailleurs, on va dire. Hein. C'était le romantisme des années 60 et 70. Hein. Il a substitué une autre exaltation, le développement, la construction, la grande puissance. Nous allons ressusciter la grande nation arabe, etc. Et bon, ça prend aussi bien. Hein. Donc, vraiment pas de souci. Hein. Et puis, ensuite, on a vu arriver des choses un peu bizarres, des gens comme ça, et on ne savait pas trop, mais ils étaient tellement différents de nous qu'on ne les comprenait pas du tout. Plus tard, on les a appelés les pieds verts. C'est des religieux, des gens qui sont venus, qui venaient d'Égypte, qui venaient du Yémen, qui venaient qui commençaient. Pourquoi ils venaient? En fait, c'était des gens missionnés. C'est des gens qui disaient il faut aller sauver ce pays, cette Algérie, c'est le seul pays arabe qui ne marche pas droit. D'abord parce qu'ils ont été colonisés pendant un siècle et demi par les Français, donc du coup ils ont des idées très, très bizarres. Ils parlent français, vous vous rendez compte, 10 ans, 15 ans après l'indépendance, ils parlent tous français, ils s'habillent comme eux, ils fument, et les filles sortent, travaillent. Et puis ensuite arrive Boumedienne. Boumedienne, lui était quasiment athée. Hein. Lui, la religion, c'était pas du tout son affaire. À ceux qui lui faisaient, des dirigeants arabes, musulmans, qui lui faisaient le reproche de mais c'est pas possible, ce président, enfin, pourquoi vous avez fait la guerre de libération dans ces conditions, si c'est pas pour retrouver votre identité d'arabe, musulman, l'islam, etc. Il leur a dit écoutez, les hommes, on ne va pas au paradis le ventre vide. Voilà, donc moi je travaille pour donner du travail aux Algériens, qu'ils aient une maison, qu'ils vivent, qu'ils mangent. Le reste, c'est leur affaire. Bon, mais ça n'a pas empêché que ces régimes-là, saoudiens et compagnie, ils se sont dit mais c'est pas possible, il faut sauver l'Algérie. C'est dans ce cadre-là que
ces premiers missionnaires ont été envoyés. Et ils ont aussi bien travaillé que l'islam, 2 années plus tard, était installé. Alors nous, on n'a pas vu le coup, parce que nous, on pensait que c'était l'islam traditionnel. Ceux de nos grands-parents, parce que nos parents, ces choses, ils étaient un peu loin de ces choses-là. Hein. On disait nos grands-parents, c'est le village là-bas au bout du monde, et ils sont comme ça. Mais en fait, non, c'est des gens qui venaient avec un arabe très idéologique, un discours, et puis un discours très prenant. Et aussi un langage particulier, différent. Et donc ils ont fait ça, donc travailler sur... D'abord, ils culpabilisaient les gens quand ils parlaient français, quand ils s'habillaient comme ça, mais comment ta fille, elle met le pantalon, enfin c'est pas possible, les musulmans, le prophète a dit, etc., etc. Et voilà. Et alors, donc c'est pour confirmer que les transformations de l'identité des cultures, ça se fait comme ça. C'est pas si compliqué que ça. D'ailleurs, moi j'observe que la France d'aujourd'hui, par rapport à la France que j'ai connue quand j'étais jeune et que j'adorais, qui était la France, là, des fois, on a l'impression d'être en Amérique. Bon, voilà. Et ça s'est fait à votre insu. Vous mangez du hot dog, ou trucs, etc. Et on voit on voit plein de choses. Bon, c'est pas français. Ça a disparu. Américanisation de la société, ça se fait à votre insu. Alors imaginez si les Américains prenaient le pouvoir. Ça se serait fait en une semaine. Là, ça a pris une dizaine d'années parce que personne ne vous force à manger des hot dogs, boire du Coca-Cola, et puis à vous habiller et écouter les chansons américaines, voir les films américains, et puis personne ne vous a forcé. Ça a pris 10 ans, mais avec un bon dictateur. Et il en arrive un en ce moment aux États-Unis qui va être super fort, là, le Trump, là. Il va tous nous mettre au pas en très peu de temps. Ça va très vite, Parce que, alors, mais revenons à 2 choses. Hein. Donc, le maillon faible, c'est les enfants. Parce que c'est eux qui, en fait, convertissent les parents. C'est toujours... les parents leur donnent une éducation sympathique, esprit critique et tout ça, mais finalement, ensuite, les parents sont obligés de vivre un peu comme leurs enfants, parce que sinon leurs enfants leur échappent. Il faut bien les amener au cinéma, alors que les amener danser, les amener trucs, etc. Et donc, et puis les copains, ils se convertissent eux-mêmes.